Le roi se trouve donc au palais des Tuileries et l'Assemblée siège au manège des Tuileries. L'un et l'autre sont enfermés dans Paris et sous la menace des sectionnaires. Mais peut-être suffirait-il d'attendre que l'Assemblée fasse son travail et puisqu'elle est constituante, qu'elle produise enfin une constitution. Mais en dépit de l'absence de constitution, l'Assemblée prend des décrets. Et comme depuis le 17 juin 1789, elle a déclaré qu'elle représentait la nation, elle s'arroge un pouvoir sans limite. Un pouvoir d'essence totalitaire, y compris sur les consciences. Et justement, la conscience du roi va être blessée, ce qui va le pousser à agir. Dans un premier temps, Louis XVI avait ratifié la constitution civile du clergé. Mais cette constitution civile avait été condamnée par le pape Pie VI par le bref Quod aliquantum. Cette constitution avait été précédée par la confiscation et le pillage des immenses biens de l'Église. Ce qui avait donné lieu d'ailleurs à une gigantesque corruption, dont au passage on peut signaler que la famille Bonaparte a profité avec ardeur. Mais c'était aussi une attaque contre la foi, puisque c'était la remise en cause de l'origine de l'autorité du clergé, qui vient de l'Église et donc de Dieu, et non pas de la nation, du gouvernement ou de l'État. Et Louis XVI n'était pas le seul à avoir la conscience troublée. Un mouvement de réaction se dessinait dans la population contre la tyrannie de cette assemblée et aussi contre les exactions des sans-culottes, assassins et aussi voleurs. Les visites domiciliaires s'accompagnaient fréquemment de vols. Le roi décida donc de quitter Paris. Cette fuite fut préparée avec minutie, avec de nombreuses complicités, et notamment celle de Fersen, qui était un aristocrate suédois. Et c'est ainsi que dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, la famille royale sortit de Paris à bord d'une berline qu'on avait d'ailleurs fait fabriquer pour l'occasion. Et la famille royale prit la route de la Lorraine. Elle avait rendez-vous à Montmédy avec une escorte qui devait la conduire dans les places fortes de l'Est où se trouvait l'armée du marquis de Bouillé. Le roi est obligé d'emmener sa famille, sans quoi sa femme et ses enfants serviraient d'otages. Et cela gêne beaucoup sa fuite. Il faut s'arrêter non seulement pour changer de chevaux, mais aussi pour se restaurer et dormir. Mais au relais de poste de Sainte-Menou, en Champagne, le roi est reconnu par un maître de poste qui s'appelle Drouet. L'inconvénient d'être roi, c'est que vous avez votre figure sur les pièces de monnaie et sur les billets, les assignats à l'époque, et que donc tout le monde connaît votre tête. Drouet alerta les sans-culottes, et le roi et sa famille furent arrêtés à Varennes, et reconduits à Paris sous une très solide escorte. L'échec de cette tentative fut un choc pour de très nombreux partisans du roi, et beaucoup d'officiers quittèrent l'armée et émigrèrent. Quant aux souverains étrangers, ils s'étaient montrés d'abord assez indifférents, et même pas trop mécontents de voir ce qui arrivait au roi de France, qui, après tout, leur avait fait souvent la guerre. Non pas en ce qui concerne Louis XVI, mais ses prédécesseurs. Mais cette fois-ci, ils s'alarmèrent. Et à cette époque, une conférence eut lieu à Pillnitz, en Saxe, réunissant l'empereur Léopold II de Habsbourg, ainsi que le roi de Prusse Frédéric Guillaume. En réalité, cette conférence avait pour objet de discuter le partage de la Pologne. La Pologne a été partagée une première fois en 1772, elle allait l'être de nouveau en 1793, puis en 1795 définitivement. C'est surtout cette question qui les intéresse. Mais ils en profitent pour publier une déclaration, en réalité sans grande portée pratique, qui montre qu'ils se soucient de la situation en France. Cette déclaration n'aura aucune conséquence, mais plus tard elle servira à la propagande révolutionnaire pour accuser le roi de trahison. Et de fait, il ne se passe rien, les souverains étrangers n'interviennent pas. Et à Paris, que va-t-on faire du roi, de nouveau prisonnier? L'Assemblée suspendit ses pouvoirs. Robespierre, qui était devenu la figure du club des Jacobins, après la mort de Mirabeau, Mirabeau était mort le 2 avril 1791. Et c'est pour le roi un grand malheur, car Mirabeau était un lien entre l'Assemblée et la cour. Il était un partisan du roi, il était un partisan de la monarchie constitutionnelle. Et le club des Jacobins était à l'origine plutôt modéré, mais sous la houlette de Robespierre, il va se radicaliser de plus en plus et tourner au fanatisme. Et Robespierre veut profiter de cet incident pour abolir la royauté. Mais Lafayette, lui, est aussi un monarchiste constitutionnel, et bien sûr, il s'y oppose et il défend le roi. Si bien que lorsqu'une foule de sans-culottes et de citoyens alarmés par de fausses nouvelles se répand dans le champ de Mars pour réclamer la déchéance du roi, Lafayette fait réunir la garde nationale, sonne l'alerte et fait tirer sur ses fous. Une nouvelle fois, Lafayette a sauvé le roi. Toutefois, quelle version officielle donner à tous ces événements? Eh bien, on va déclarer que le roi a été victime d'une tentative d'enlèvement. Et l'Assemblée le rétablit dans tous ses pouvoirs, comme si rien ne s'était passé. L'été s'écoule et en septembre 1791, enfin, une constitution est adoptée par l'Assemblée. Cette constitution prévoit un système électoral non seulement extrêmement compliqué, c'est un vote à 2 degrés, mais aussi un suffrage censitaire qui élimine beaucoup de votants. Au deuxième degré, il ne reste plus d'ailleurs que 50 000 susceptibles d'être élus. Je rappelle que pour les élections aux États généraux de 1789, sous la monarchie, il y en avait 6 millions.
Seuls peuvent en effet voter les citoyens actifs, les hommes de plus de 25 ans, qui payent en impôts l'équivalent de 3 journées de travail. Une constitution suppose une séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif revient bien entendu à l'Assemblée, qui compte 745 membres élus pour 2 ans, ce qui est très court, et cette Assemblée est indissoluble. Et le pouvoir exécutif reste entre les mains du roi. C'est lui qui désigne les ministres, et ces ministres ne sont pas responsables devant l'Assemblée. Ce n'est donc pas un régime parlementaire. Il s'inspire en réalité plutôt de la Constitution américaine que de la Constitution anglaise. Le grand vice de cette Constitution, c'est qu'elle ne définit pas ce qu'est une loi, ni quelle est la différence entre une loi et un décret. Et d'autre part, elle ne prévoit absolument rien en cas de conflit entre le pouvoir exécutif, le roi, et le pouvoir législatif, l'Assemblée, puisque le roi ne peut pas dissoudre l'Assemblée et en appeler aux électeurs. Par ailleurs, les juges sont élus à tous les degrés. Mais enfin, cette constitution existe et l'Assemblée a donc accompli le serment du jeu de paume, de ne pas se séparer avant qu'une constitution soit affermie sur des bases solides. Reste à savoir si ces bases sont réellement solides. Et le 30 septembre 1791, l'Assemblée nationale constituante se sépare, mais avant de se séparer, elle prend la décision d'interdire à tous ses membres de devenir membres de la future Assemblée législative. C'est un geste très généreux pour assurer le renouvellement du personnel politique. Mais c'est mettre de côté tout d'un coup tous les élus aux États généraux qui, pendant ces 2 ans, ont malgré tout acquis une expérience. Il est donc fort possible que cette idée généreuse en apparence ait été soufflée par des gens mal intentionnés, qui ne manquent pas à l'époque. La Révolution est donc finie, le roi est rétabli dans ses pouvoirs sont définis par la Constitution est promulguée et la nouvelle Assemblée, l'Assemblée législative, va siéger à partir du 1er octobre 1791.